D'abord juge d'instruction, puis vice-président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention, le magistrat Charles Prats est aussi secrétaire national de l'UDI à la lutte contre la fraude sociale et fiscale. Une lutte dont il a fait une spécialité puisqu'il est l'auteur des 2 tomes de Cartel des fraudes, publiés aux éditions Ring, où il révèle la réalité édifiante des fraudes fiscales et sociales. Bonjour Charles Prats. Bonjour. Et félicitations. Pour Vous avez enfin été entendu, ça y est, c'est la fin de la fraude sociale. Oula, alors j'ai été écouté, mais je ne suis pas sûr que j'ai été entendu, et je ne crois pas que ce soit la fin de la fraude sociale, malheureusement. Pourquoi je dis ça ? Hier, le ministre du Budget, Gabriel Attal, a dévoilé son plan de lutte contre la fraude sociale. Le 9 mai dernier, c'était la fraude fiscale, et vous l'aviez à l'époque qualifié d'opération de communication. Sans rentrer d'emblée dans la technicité, est-ce que vous pouvez, avec pédagogie, définir ce qu'est la fraude sociale, ses catégories, ses sous-catégories, ce que ça comprend, et puis également ce plan de lutte ? Alors, la fraude sociale se décompose en 2 catégories. La fraude aux cotisations sociales, globalement le travail au noir, la sous-déclaration d'heures travaillées, et de l'autre côté, la fraude aux prestations sociales, c'est-à-dire la fraude aux allocations, la fraude à l'assurance maladie, la fraude aux retraites, la fraude à Pôle emploi, etc. Voilà. Et donc après, là-dedans, vous avez des tas de fraudes. Sur les prestations sociales, vous allez avoir les allocataires qui truandent, qui ne vont pas déclarer leurs revenus, par exemple, pour avoir le RSA, les gens qui vont utiliser des faux papiers pour se créer des fausses identités ou justifier d'un droit au séjour alors qu'ils sont en situation irrégulière, et bénéficier de prestations sociales derrière, allocation logement, le RSA, les prestations chômage, le cas échéant, etc. Vous avez bien sûr les fraudes à l'assurance maladie, à la fois de la part des allocataires, on peut penser aux faux arrêts de travail par exemple, ou aussi une grande part les professionnels de santé, les médecins qui travaillent 72 heures par jour, vous voyez, les infirmiers libéraux pareil, qui ont des activités qui sont absolument hallucinantes pour le commun des mortels, les transports sanitaires, voilà, ce sont les catégories de professionnels de santé que l'on sait vraiment touchés par une fraude assez importante. Sur Pôle emploi, donc les gens qui, par exemple, bénéficient de leurs allocations chômage tout en étant étrangers sans chercher du travail. Des réseaux aussi organisés, parce qu'il faut savoir que les prestations sociales sont pillées par des réseaux très organisés. On l'a vu il y a quelques jours dans le Val-de-Marne, un réseau très organisé qui a volé dans le département 5 300 000 euros de RSA et 3 300 000 euros d'allocation chômage. Vous voyez, plus de 8 millions d'euros sur un seul réseau très organisé qui essayait de taper sur l'ensemble des prestations sociales. Donc ça existe. Sur les fraudes à Pôle emploi, on connaissait des réseaux, ce qu'on appelait les kits acédiques, vous savez, à une certaine époque, où vous aviez des gens qui avaient des dossiers avec que des faux et qui venaient réclamer les allocations chômage alors qu'on était avec des sociétés fictives, des emplois fictifs, etc., etc. Donc bon, la fraude est aussi diverse que l'imagination des fraudeurs. Donc autant vous dire qu'il y a des dizaines et des dizaines de manières de frauder les prestations sociales. Rapidement, ce nouveau plan de Gabriel Attal, est-ce que ce sont des annonces qui sont le signe d'un miracle, ou alors est-ce que c'est une fois de plus une mascarade ? Alors, c'est pas vraiment une mascarade, parce qu'il y a des choses intéressantes dans le plan de Gabriel Attal, et il y a beaucoup de choses qui sont des effets d'annonce, et il y a des choses qui, à mon avis, apparaissent peu utiles ou qui existent déjà. Il y a surtout un plan qui est finalement en manque d'ambition, ne serait-ce que sur les objectifs chiffrés qui sont annoncés. Et puis, il y a des choses qui sont dangereuses, notamment cette histoire de fusion de la carte d'identité et de la carte vitale. On va y revenir, ouais. Qui est en fait une opération de bonneteau, mais on va y revenir. Hier matin, au micro d'Apolline de Malherbe, toujours Gabriel Attal a dit que le gouvernement avait désactivé 2 300 000 cartes vitales depuis 2017. On est sur la bonne voie, non ? Alors c'est un chiffre qui est assez étonnant, effectivement, c'est ce que dit Gabriel Attal. Il explique qu'il ne reste plus de carte vitale surnuméraire. Ou des centaines, quelques centaines. Voilà, alors il faut refaire un petit peu l'historique de tout ça, puis vous allez voir, c'est quand même très, très étonnant ce qu'a annoncé le ministre. En fait, tout ça sort d'un constat de Philippe Douste-Blazy quand il était ministre de la Santé, on était en 2004, et où il expliquait qu'il y avait 10 millions de cartes vitales actives en surnombre par rapport aux gens qui étaient censés en avoir. En septembre 2013, l'Inspection générale des finances et l'Inspection générale des affaires sociales sortent un rapport en expliquant qu'il y a 7 700 000 cartes vitales actives, en plus que de gens qui sont censés pouvoir en avoir au maximum. C'est une méthode de comparaison assez simple. On prend le nombre de cartes vitales actives et on prend le nombre de personnes au recensement âgées de 16 ans et plus. Et on compare. Et donc là, l'IGF a dit, voilà, on a un différentiel de 7 700 000 personnes. Il y a 7 700 000 cartes vitales actives en plus que de gens qui sont censés en avoir.
Là, on est en septembre 2013. Dans le même temps, d'ailleurs, ils disent, et on a 6 700 000 personnes qui ont des ouvertures de droits comme assurés sociaux, en plus que de gens qui existent sur le territoire. Bon, un petit peu embêtant quand même. Fin 2019, mission de Nathalie Goulet et de Carole Grandjean. Nathalie Goulet, sénatrice UDI, Carole Grandjean, députée En Marche, qui est maintenant ministre du gouvernement d'Elisabeth Borne. Le rapport établit qu'il y a 5 200 000 cartes vitales actives en surnombre par rapport à la population. Même méthode de calcul que celle de l'IGF. Nombre de cartes vitales actives par rapport à la population censée en avoir. À l'époque, fin 2019, 59,4 millions de cartes vitales actives. Contre une population résidente âgée de 16 ans et plus, qui est à 54,2 millions. Donc le différentiel est à 5 200 000. Début 2020, commission d'enquête à l'Assemblée nationale sur la fraude aux prestations sociales, la directrice de la Sécurité sociale est entendue, sous serment. Elle prête serment de dire toute la vérité. Mathilde Ligneux-Leloup, qui était la directrice de la DSS, et la commission d'enquête, le président, le rapporteur lui disent « mais c'était 5,2 millions il y a quelques mois ». Est-ce que vous confirmez ce chiffre? Et là, la directrice de la Sécurité sociale, sous serment, dit à la représentation nationale, à la commission d'enquête, non, c'est pas 5,2 millions, c'est 2,6 millions. Nous avons 2 600 000 cartes vitales actives en surnombre. On est en février 2020, le 12 février de mémoire. Donc là, ça fait quand même un nombre important. C'est à moitié. Deux jours après, 48 heures après, communiqué de presse du ministère. Non, mais en fait, c'est pas 2,6 millions, c'est 600 000. Il y en avait 2 millions qui avaient disparu en 48 heures. Les parlementaires s'offusquent, à quoi on nous ment, on se fiche de nous, etc. Ils saisissent le parquet, article 40, à la fin de leur mission, en disant, on nous a menti. Le parquet a classé sans suite, n'a même pas investigué pour savoir si on avait menti ou pas. Oui, bon. Là, bien sûr, on nous dit, il n'y a plus de carte vitale active en surnombre, le problème est réglé. Gabriel Attal nous dit, on en a désactivé 2,3 millions. Alors c'est intéressant parce qu'à l'époque, déjà, ils nous disaient, il n'y en a plus. Puis là, finalement, il y en a plus, ils en ont désactivé 2,3 millions. Bon, comme quoi, je disais peut-être pas forcément que des bêtises. Mais surtout, rapport de la Cour des comptes, là, il y a quelques jours, qui est sorti. Et que nous dit la Cour des comptes? Elle écrit, noir sur blanc, il y a 58 millions de cartes vitales actives. 58 millions de cartes vitales actives, moi j'ai fait le calcul vite, je suis allé sur le site de l'INSEE, j'ai regardé le dernier recensement, et le dernier recensement, sur les personnes âgées de 16 ans et plus, on en a 55,4 millions maintenant. Donc ça veut dire sur plus de 2,6 millions. Oh, le chiffre qu'avait donné la directrice de la Sécurité sociale en février 2020 quand elle était en déclaration sous serment. Et donc là, ça date d'il y a quelques jours. Et donc on a aujourd'hui Gabriel Attal qui nous dit qu'il n'y en a plus, mais la Cour des comptes qui dit qu'il en reste 58 millions. Alors qui croire? C'est un vrai sujet. La Cour des comptes écrit, alors peut-être que la Cour des comptes a écrit des bêtises, je ne sais pas, il faut lui demander, mais elle a quand même écrit dans son rapport il y a quelques jours 58 millions de cartes vitales actives dans le pays. Donc, qui croire? Qui croire? Justement, quand on va sur le site du ministère, on a des chiffres sur le coût de la fraude sociale. On a 3 qu'on met en avant. 8 milliards d'euros concernant les prélèvements sociaux au titre du travail informel, 2,8 milliards sur les prestations sociales versées par la CAF, et 200 millions quand on parle du régime de retraite. Puisqu'on parle de chiffres, est-ce que c'est véritablement les bons chiffres? J'ai envie de vous demander, est-ce qu'on peut les mesurer? Est-ce qu'il peut y avoir des écarts dans les mesures? Alors, écoutez, il y a des différentes façons d'évaluer. Ça, ce sont des évaluations de fraude. Par exemple, sur le travail au noir, le chiffre de 8 milliards, 8 ou 9 milliards sont les chiffres donnés par les URSSAF. Ça, c'est leur chiffre à eux. Nous, quand j'étais à Bercy à l'époque, avec la Cour des comptes, on était sur une évaluation beaucoup plus haute, entre 20 et 25 milliards d'euros de cotisations fraudées. Mais d'un côté, c'était ce qu'on appelle une méthode ascendante, de l'autre une méthode descendante, c'est un peu technique. Et c'est pour ça que je disais dans mon deuxième livre, Le cartel et fraude 2, que vous avez quelque part par là, j'expliquais que la vérité devait être au milieu, vers 17-18 milliards, ce qui d'ailleurs correspondait aux données des hauts conseils, protection sociale, etc., de l'emploi, conseil de l'orientation de l'emploi, etc., qui évaluaient par rapport à la masse salariale française, la fraude aux cotisations sociales, pareil, à 17-18 milliards d'euros. Donc en réalité, je pense qu'on est plutôt à ce niveau-là, et que donc là, déjà, il y a une minimisation de l'ampleur des pertes que nous subissons en matière de travail au noir. En matière de fraude aux prestations sociales, la branche famille, donc les CAF, la CNAF, fait une évaluation depuis plusieurs années. Quand elle a commencé ses évaluations il y a une dizaine d'années, ils expliquaient on a 600 millions d'euros de fraude en moyenne, dont on est victime. Maintenant, ils sont quasiment à 2,8 milliards, voire 3,2 milliards. Ils sont en gros à 3 milliards d'euros déclarés
comme étant ce dont ils seraient victimes. Vous voyez, alors ça ne veut pas dire que la fraude a été multipliée par 5 en 10 ans. Ça veut dire que depuis 10 ans, petit à petit, chaque année, ils reconnaissent de plus en plus qu'ils sont victimes d'un taux de fraude très important. Et sur l'assurance maladie, la branche maladie ne faisait pas d'évaluation, elle ne voulait pas. Puis petit à petit, elle a été contrainte d'en faire. Donc les chiffres commencent à sortir depuis quelques mois. Et on arrive à des taux de fraude de 5% en moyenne. Voilà, sur la branche maladie. Alors là, un chiffre vient de sortir sur les pharmaciens qui ont été rajoutés. Oui, c'était votre scoop. Voilà, le taux de fraude des pharmaciens est bien sûr en tant que tel beaucoup plus bas, mais on peut se dire que si le fraudeur était fraudé chez le médecin ou en complicité avec son médecin, il y a à la fois le remboursement de la consultation médicale, mais éventuellement aussi de l'ordonnance derrière, donc des médicaments qui sont frauduleusement prescrits. Et donc derrière, le pharmacien, lui, n'est pas fraudeur parce qu'il y est pour rien, mais la collectivité subit quand même un préjudice. Et donc, dans le rapport de l'Inspection générale des finances et de l'Inspection générale des affaires sociales du mois d'avril 2023, qui vient de sortir, il vient d'être mis en ligne sur le site des ministères, l'Inspection générale des finances nous explique que le taux de fraude aux prestations maladie serait entre 3 et 5% des sommes remboursées. Donc les dépenses d'assurance maladie sont environ 250 milliards d'euros par an. Entre 3 et 5%, on est entre 7,5 et 12,5 milliards d'euros de fraude par an, rien que sur la maladie. C'est énorme. Donc vous voyez, on est très au-delà, très au-delà de ce que nous a dit la Cour des comptes il y a quelques jours en disant 6 à 8 milliards, mais pour des raisons assez simples. C'est que aussi, quand la Cour des comptes a rendu son rapport, quand on le lit finement et de manière attentive, on constate que, par exemple, la Cour des comptes explique qu'il y a 2,5 millions de personnes bénéficiaires frauduleusement de la protection universelle maladie, c'est-à-dire l'ancienne CMU, et que l'assurance maladie ne leur a pas dit combien ça coûtait. On n'a pas donné les informations. Pareil sur les cartes vitales, la Cour des comptes nous a expliqué que l'administration a refusé de leur donner le nombre de cartes vitales par année de naissance, pour pouvoir faire justement par rapport au recensement un contrôle assez fin pour voir est-ce qu'il y a ou pas des cartes vitales actives en surnombre sur chaque tranche d'âge. Et là, ça permet de voir les choses plutôt que de prendre le pack global, vraiment d'individualiser année par année, vous voyez. Et ça, refus de l'administration de donner à la Cour des comptes l'information. L'administration avait de la même manière refusé de donner cette même information du nombre de cartes vitales par année de naissance à la commission d'enquête en 2020. Donc moi je pose la question, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas avoir accès à cette information ? Mais c'est ce que vous disiez lors de notre premier entretien sur VA+, que je vous invite évidemment à regarder, qu'en fait il y avait une volonté politique de masquer ça, ou en tout cas de brouiller le public. Bah écoutez, je suis pas complotiste, mais je vais finir par me méprendre. Non mais pourquoi est-ce que la Cour des comptes, c'est même pas Charles Prats, moi, je travaille à partir des rapports publics et des informations qu'on peut avoir. Mais pourquoi est-ce que la Cour des comptes ne peut pas avoir accès à, par exemple, cette donnée du nombre de cartes vitales actives par année de naissance ? Pourquoi ? Et qu'est-ce qu'il y a à cacher ? Mais l'adage qui dit la gauche s'occupe de la fraude fiscale et la droite s'occupe de la fraude sociale, il est vrai ? Alors, médiatiquement, effectivement, on se rend compte que les politiques marqués à gauche ont tendance à dire « ne vous occupez pas de la fraude sociale, le problème c'est la fraude fiscale, la fraude sociale c'est rien du tout, alors que la fraude fiscale c'est 100 milliards, etc. » Bon, on sait très bien que tout ça c'est de la flûte, mais on constate. Et effectivement, à droite, il y a une tendance à mettre l'accent sur la fraude sociale, notamment aux prestations, et peut-être un peu moins sur la fraude fiscale. Bon, moi je fais partie des gens, vous savez, je suis un ancien inspecteur des douanes, magistrat. Moi, la lutte contre la fraude aux finances publiques, ça fait plus de 25 ans que je fais ça. Donc, par définition, je vais taper toutes les fraudes. Et d'ailleurs, dans ma carrière, à titre personnel, j'ai plus attrapé des fraudeurs fiscaux, des fraudeurs douaniers, que des fraudeurs aux prestations sociales ou du travail au noir, même si j'en ai fait aussi en tant que juge d'instruction, parce que quand vous avez des dossiers, vous vous rendez compte d'un certain nombre de choses, et puis vous englobez l'ensemble des infractions pénales que vous avez. Donc, j'ai un petite expérience des réseaux, notamment organisés en matière de fraude aux prestations sociales, de travail au noir. Donc voilà, donc moi je sais quelle est la réalité. Je sais que la réalité de la fraude, elle est multiforme, que souvent les réseaux d'ailleurs, vous savez, dès qu'ils peuvent piquer de l'argent, ils piquent dans toutes les possibilités. Oui. Donc moi j'ai eu à instruire des dossiers sur des réseaux où vous aviez à la fois du travail au noir, de la fraude TVA, du coup, donc de la fraude fiscale, et puis les gars qui déclaraient pas leurs revenus, puis qui au passage piquaient les allocations, parce que tant qu'à faire, on va pas se gêner, c'est ce qu'on appelle la complète jambon. Donc, oui, c'est ce que voilà, donc les types, ils fraudent à tout. Et ils mangent à tous les râteliers, donc voilà, tout est assez imbriqué en réalité. Et donc il faut lutter contre l'ensemble des fraudes.
et ne pas avoir peur, parce que les gens qui vous disent oui mais c'est une fraude de pauvres, c'est les étrangers, c'est ceci, c'est cela, on s'aperçoit, alors effectivement il y a un sujet immigration qui est très clair en matière de fraude sociale, travail au noir, emploi d'étrangers sans titre, donc fraude aux cotisations, vous avez les problématiques des allocations avec les faux papiers, etc. Donc ça existe, mais c'est pas que ça la fraude sociale. C'est un sujet très vaste, qui a un aspect immigration clandestine qui existe, qu'il ne faut pas nier, mais c'est pas le principal sujet. Là, on est sur un sujet de fraude, et là, j'aurais tendance à être un peu d'accord avec ce qu'a dit Gabriel Attal, alors peut-être par une formule assez malhabile, quand il était interviewé par Apolline de Malherbe. Vous savez, il a dit « Moi, ce qui m'intéresse, c'est la fraude, pas les fraudeurs ». En fait, je pense qu'il voulait dire, ce qui m'intéresse, c'est de traiter le problème de la fraude, peu importe qui est derrière, qui est le fraudeur. Mais ça a été mal compris, je crois, mais c'est une réalité. En fait, il faut lutter contre la fraude aux finances publiques, peu importe qui est derrière. On s'en fout si le type il vient d'Afrique, d'Asie, d'Amérique ou de la planète Mars. Bien sûr. Vous avez parlé de fraude des pauvres. Il y a un autre adage, c'est fraude des pauvres, pauvre fraude, c'est vrai aussi ? C'est bidon ça. Ça c'est nul. Pareil. Mais non, mais ça c'est bien, ça fait bien dans le décor. Le gars il a fait une punchline, il est content, il est fier de lui. Mais non, mais c'est ça. C'est comme Philoche qui dit ouais la noisette et la météorite. Non, c'est Gérard Philoche. Une fois qu'on a dit ça, on a tout dit. Mais si vous voulez, c'est contrairement à ce que les gens prétendent, les gens modestes. Ils sont scrupuleusement honnêtes. Moi, ça, c'est mon expérience, à la fois de douanier, de juge d'instruction, de magistrat pénaliste, etc. Les gens modestes sont scrupuleusement honnêtes, vous savez. Et pour la plupart, ils s'écorcheraient plutôt que d'aller truander et de commettre des actes illégaux. C'est pas les pauvres, c'est pas les modestes qui truandent. Ceux qui truandent, c'est les truands. Et regardez les exemples. En matière de fraude à la TVA, de travail au noir, de fraude aux prestations sociales, tous les réseaux organisés, etc. En fait, vous avez des gens en face, c'est pas des pauvres. C'est pas des Jean Valjean, quoi. Ah non, pas vraiment, non. Donc voilà, la réalité, c'est celle-là. Ce sont des gens qui ont les moyens intellectuels aussi, à un moment donné, de monter des systèmes et de se dire, bah là, je vais en profiter, je vais me créer 20 identités différentes pour aller piquer 20 fois le RSA, je vais monter une boîte éphémère avec un gérant de paille, comme ça je vais piquer la TVA et les charges sociales que je payerai pas, etc. Et puis je vais blanchir dans l'immobilier, etc., etc. Voilà, c'est ça la réalité de la fraude sociale aussi, et fiscale, mais aussi de la fraude sociale. Justement, est-ce que c'est une erreur de dissocier les deux, fraude fiscale et fraude sociale ? Est-ce que c'est lié, ou alors est-ce que c'est... Alors, notamment sur l'aspect TVA, la fraude aux cotisations sociales et la fraude fiscale à la TVA, qui est, je rappelle, la principale fraude fiscale, elles sont étroitement liées, très imbriquées. Voilà. Prenez par exemple le BTP, ou la sécurité, ou la restauration, etc. Travail au noir, on ne déclare pas les employés, on ne déclare pas le chiffre d'affaires. Qui correspond aussi. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Ça veut dire que vous avez une fraude aux cotisations sociales et vous avez une fraude fiscale. Vous éludez la TVA, vous éludez l'impôt sur les sociétés, vous éludez les charges sociales. Les gars ne sont pas déclarés, donc ils travaillent au black. En général, ils savent très bien qu'ils sont au black parce que aussi ça peut les arranger. Pourquoi ça les arrange ? Parce qu'eux-mêmes ne vont pas payer d'impôts, vont pouvoir percevoir des allocations sous conditions de ressources auxquels ils n'auraient plus droit s'ils déclaraient leur salaire, etc., etc. Vous voyez, donc tout ça, vous avez une espèce de complicité aussi dans tout ce milieu-là. Et les gens font à la fois de la fraude sociale et de la fraude fiscale. Et en plus, sur cette histoire du travail au noir, il faut savoir que c'est quelque chose de très accepté en France. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. Ah bah oui, mais vous avez 2 Français sur 3 qui ne sont pas du tout choqués par le travail au noir. Mais vous dites ça, de fait, c'est quelque chose qu'on accepte. Bah voilà, non, mais c'est malheureusement... C'est culturel alors. C'est très culturel en France et ça remonte à l'Ancien Régime. Oui, d'accord. Mais oui, il y a eu un article très intéressant de Guillaume Perrault dans le Figaro il y a quelques jours, où il refaisait l'histoire de la fraude fiscale en France. Et vous vous rendez compte que c'est quelque chose qui est très ancré, notamment chez les gens modestes, et donc dans le peuple, qui résistait comme ça à la pression fiscale des seigneurs ou de l'État. Et d'ailleurs, le roi, c'est lui qui avait instauré un impôt sur les nobles, et donc un impôt proportionnel sur la fortune, etc., pour pouvoir financer ses dépenses. Et ça avait provoqué des frondes de la part des nobles. Et 1789 arrive pourquoi ? Parce que Louis XVI est dans l'incapacité de lever des impôts supplémentaires alors que la France est quasiment en faillite. Et c'est ça qui provoque la Révolution française. Et après, Napoléon arrive au pouvoir. Pourquoi ? Parce que les révolutionnaires, directoires,
pouvoir sont incapables de régler la crise financière. Ils ont fait n'importe quoi avec les assignats. Ils ont confisqué les biens de l'Église justement pour pouvoir émettre de la monnaie papier. Ce n'était pas par anticléricalisme, hein, c'était simplement pour pouvoir avoir des biens sur lesquels l'émission de monnaie papier était assise. Et le problème, c'est que dès que vous avez une planche à billets, vous imprimez. Hein. Et donc, ça s'est de nouveau effondré, comme un siècle plus tôt avec John Law. On a recommencé les mêmes bêtises. Et c'est comme ça que Napoléon Bonaparte arrive au pouvoir, parce que le fruit mûr tombe dans ses bras, et il n'a plus qu'à accueillir. Alors, ceci dit, sur ce petit sujet, c'est pas forcément une question uniquement fiscale, puisqu'il y a évidemment l'instabilité juridique du directoire aussi également avant. Et quand la BCIS arrive avec Napoléon, il règle aussi la Constitution. Donc ça, oui, mais fondamentalement, regardez, à chaque fois que vous avez une crise de régime, un changement, un basculement, c'est que vous avez une crise financière en dessous. Okay. C'est vraiment la crise financière, c'est le marqueur et c'est la provocation du basculement de régime, à chaque fois. Et derrière, vous avez des troubles sociaux aussi. Donc c'est pour ça que je suis aujourd'hui très inquiet pour la France, parce qu'avec un état d'endettement à 3 000 milliards d'euros, des engagements hors bilan, c'est-à-dire ce qui n'est pas marqué dans la dette, mais à l'époque, il y a 3 ans, on était déjà à 3 200 milliards d'euros d'engagements hors bilan, donc peut-être qu'on a dépassé encore, on est peut-être à 3 500, 3 600, j'en sais rien, sur les engagements hors bilan. Donc vous voyez l'état de la France, c'est-à-dire qu'on a dépassé les 6 500 milliards d'euros de dette réelle. Et derrière, on a une valorisation des biens de l'État à un peu plus de 1 000 milliards d'euros au bilan. Donc voilà, demain, on n'est plus solvable. C'est-à-dire que en réalité, si on était une entreprise, on serait en cessation de paiement depuis très très longtemps. Super, ça donne envie. Là. Mais je suis le gars qu'il faut inviter à dîner pour casser l'ambiance. Ouais, j'imagine, ouais. Bon, on va revenir sur quand même la substance de cette interview, enfin la mesure en tout cas, le plan proposé par Gabriel Attal, contrôler davantage les arrêts de travail, se doter de nouveaux dispositifs de lutte ou encore lutter contre le travail au noir. C'est en substance que le plan propose. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? Comment ils vont faire ? Alors, il y a plusieurs mesures qui sont proposées. Il y a des mesures intéressantes. Je vais commencer par la plus intéressante. Et pourquoi je commence par celle-là ? Parce que c'est moi qui l'ai conçue il y a une dizaine d'années. Mais c'est très technique et là, on a déjà parlé dans le plan de lutte contre la fraude fiscale. C'est ce qu'on appelle les transmissions universelles de patrimoine transnationales. Et donc, c'est une manière de lutter contre les entreprises ou les fraudeurs qui vont créer des structures juridiques et qui vont à un moment donné tirer le rideau, comme on dit, pour ne plus être poursuivis sur le recouvrement des impôts fraudés ou des cotisations fraudées. En gros, c'est un système qui permet aux fraudeurs de faire une liquidation sans passer par la liquidation judiciaire et dans un mois disparaître dans la nature, transférer les créances et dettes dans une société étrangère à l'autre bout de la planète, et puis les URSSAF, le fisc ou les autres créanciers d'ailleurs privés n'ont plus que leurs yeux pour pleurer. Et donc là, l'idée, c'est de faire une adaptation technique pour empêcher le détournement de cette procédure qui est inscrite au Code civil et qui existe depuis longtemps, empêcher de la détourner, que les fraudeurs la détournent. Donc ça, on avait essayé de le faire. Moi, j'avais rédigé les textes en 2010-2011. J'ai essayé de la faire voter 4 fois. Donc j'avais trouvé des parlementaires pour la présenter. 3 fois, elle a été retoquée par le président de la Commission des Finances au titre de la recevabilité des amendements. On en parle beaucoup en ce moment sur la PPL Lyotte sur les retraites. 2 fois par Jérôme Cahuzac, 1 fois par Gilles Carrez à l'époque. Et j'ai réussi à la faire voter en 2013 en la faisant porter par Yann Gallu, qui était le rapporteur de la loi sur la fraude fiscale, vous savez, qui a créé le parquet national financier, etc. Et donc Yann avait pris... Gouvernement Jean-Marc Ayrault. Ouais, donc c'était sous Hollande. Donc Yann Gallu a pris la mesure, comme il était rapporteur de la loi, elle a été votée, donc on avait enfin réussi à la faire voter. Et puis alors là, ça arrive au Conseil constitutionnel, et le Conseil constitutionnel se saisit d'office de la mesure pour la censurer en disant non, c'est pas une mesure antifraude, Cavalier, machin, etc., on la censure. Très étonnant. Hein. Et donc, à 4 reprises, elle a été bloquée. Alors, c'est ce que j'ai dit à Gabriel Attal, parce qu'il a demandé à ce que je vienne le voir il y a 2 semaines dans son bureau pour discuter des plans. Et je lui ai dit, voilà, si vous réussissez à la faire passer, celle-là, à la faire voter, je vous paye le champagne. Ouais, c'est vrai, je lui ai dit, je lui paye un coup de ruinard. Hein. Alors, elle m'a dit, je vais essayer tout. Mais parce que je pense que, alors, soit c'est un effet d'affichage, soit effectivement on lui a présenté la mesure, il y croit, mais je pense qu'il n'a pas encore pris la mesure des lobbies qui vont se lever contre cette mesure antifraude. Parce que objectivement, pour qu'on me la shoote 4 fois, c'est que vraiment il y a des gens qui ne veulent pas que cette mesure antifraude sur les tubes trans passe. Et donc on va voir, ça va être un vrai marqueur de la volonté politique de Gabriel Attal à lutter contre la fraude, c'est est-ce qu'il arrive à faire voter cette mesure ou pas. Et parce que c'est pas du tout anecdotique comme mesure, hein. C'est des centaines de millions d'euros potentiellement
qu'on pourrait éviter de voir partir dans la nature. Alors après, il y a d'autres, il y a des mesures intéressantes. Bon, le milliard d'euros annoncé pour les systèmes d'information, ça c'est la remise au niveau des systèmes d'information des organismes sociaux, il faut le faire. 240 contrôleurs des URSSAF en plus, c'est très bien, parce que vous ne pouvez pas, vous savez, les ordinateurs c'est bien pour attraper des fraudeurs, mais il faut quand même des enquêteurs. Hein. Donc ça c'est plutôt positif. Donc il y a quelques petites choses comme ça techniques qui sont plutôt pas mal, mais globalement, le plan manque d'ambition. Ambition, ok. Voilà. Si vous voulez, pourquoi je dis qu'il manque d'ambition? Par exemple, il dit, bah voilà, on va doubler le montant de la fraude sociale détectée sur les 5 ans, sur le quinquennat. Ça n'a jamais été fait, c'est ce que dit Gabriel Attal. Moi, je me dis, je me rappelle, moi, quand j'étais à Bercy, d'LNF, on avait justement été créé pour mettre un coup de pied dans la fourmilière et puis muscler le dispositif. J'ai repris les chiffres et en fait, du temps de Sarkozy, de Valérie Pécresse à Bercy, etc., on avait multiplié par 2,5 la fraude détectée en 5 ans dans le quinquennat. Donc on avait fait mieux que ce que nous annonce aujourd'hui Gabriel Attal comme un grand objectif. Donc c'est pour ça que je dis que ça manque un peu d'ambition. Il aurait pu au moins dire, on va faire au moins aussi bien qu'à l'époque. Au moins fois 2,5. Bon. On peut le comprendre politiquement, c'est pas forcément facile de dire ça, de dire du bien de ses prédécesseurs. Ah bah oui, mais à un moment donné, voilà, le dispositif aujourd'hui, ce qu'on appelle les CODAF, etc., c'est ce que moi j'avais mis en place en 2009-2010 à Bercy. Hein. On vit sur ce qu'on avait créé à l'époque, déjà aujourd'hui, et qui montre que ça marche quand même relativement bien, même si on peut toujours mieux faire. Donc bon, voilà. Après, vous avez des mesures, par exemple, le fait de dire sur les étrangers en situation irrégulière, dire on va saisir la CNIL d'une mesure pour que les CAF puissent avoir accès au fichier du ministère de l'Intérieur. Là, pareil, je me suis dit, mais on ne faisait pas déjà. Et donc, évidemment, j'ai retrouvé la délibération de la CNIL de 2002, il y a 20 ans, qui donnait son avis sur ce genre de choses. Vous avez un décret au code de l'entrée du séjour des étrangers du droit d'asile, R142-6 du CESEDA, si je me rappelle bien, qui prévoit déjà l'accès par les contrôleurs des CAF au fichier, ce qu'on appelle la GDREF, au fichier du ministère de l'Intérieur, pour vérifier si la personne a un titre de séjour valable ou pas. Donc c'est des choses qui existent déjà un peu. Alors est-ce qu'ils veulent faire une espèce d'automaticité du croisement de la consultation, peut-être un outil informatique, mais au regard de la volumétrie, c'est pas forcément utile d'aller sortir une loi. Il suffit de dire aux gens des CAF de véritablement contrôler, éventuellement tous les mois, si les gens qui sont étrangers, extra-européens, ont toujours un titre de séjour ou pas, et éventuellement dire au préfet, dès que vous balancez l'OQTF, vous la transmettez tout de suite à la CAF pour qu'elle puisse faire sauter, ou à la CNAF au niveau national, pour qu'ils puissent enlever dans ce qu'on appelle le RNCPS les droits ouverts aux allocations. Voilà. Je suis pas sûr qu'il faille une loi pour ça. Bon, c'est des textes qui existent déjà sûr. Un petit peu. Mais on va parler de ça justement juste après. Voilà. Et après, vous avez la grande mesure phare dont tout le monde parle depuis hier, c'est la fusion. Ouais, on va aussi en parler. Voilà, de la CNI et de la carte vitale. Donc, je vous laisse poser des questions. Je vais pas tout vous déflorer comme ça. Juste avant, c'est fou parce que en fait, on en vient à débattre et à parler de choses qui relèvent finalement du bon sens, quoi. Bah oui. C'est toujours ce que j'ai dit, vous savez, la lutte contre la fraude fiscale ou sociale, c'est pas une question de droite ou de gauche, d'en haut ou d'en bas. Quoi. C'est une question de politique publique, c'est une question de justice, c'est une question d'acceptabilité aussi des prélèvements pour les gens. On sort du débat sur la séquence sur la réforme des retraites, et vous savez, il y a déjà quelques années, moi j'avais expliqué qu'on ne pourrait pas discuter d'une réforme des retraites qui serait régressive, et réforme des retraites, ça veut dire moins d'argent pour les pensionnés, pour les retraités, et cotiser plus longtemps. Voilà, c'est ça la réforme, c'est pas, on peut tourner dans tous les sens. Il faut expliquer aux gens que vous aurez moins d'argent et puis vous devrez travailler plus longtemps. La réforme, c'est ça. Bon. Et j'avais toujours dit, ça, on ne pourra l'expliquer ou le faire admettre aux gens que si dans le même temps, on a d'abord lutté contre la fraude fiscale et sociale, oui. Parce qu'il faut d'abord aller prendre l'argent dans la poche des fraudeurs plutôt que dans celle des contribuables. Voilà. Et ça fait des années que je le dis, ça, c'est pas d'aujourd'hui. À chaque fois, ça c'était ma punchline à moi, si on parlait de punchline tout à l'heure. Non mais voilà, on va d'abord prendre l'argent dans la poche des fraudeurs et des voleurs plutôt que dans celle des contribuables. Bon, le problème c'est que ça n'a pas été fait et que donc vous vous retrouvez avec des gens qui ont peut-être une certaine raison, à raison, disent attendez, pourquoi on vient nous serrer le kiki à nous alors que c'est open bar pour les fraudeurs, quoi. Ouais. C'est clair. Depuis Cartel des fraudes 1 et 2, vous rappelez souvent ce fameux comparatif qu'on a 75 millions et 300 000 d'assurés sociaux pour 68 millions d'habitants. On en parlait tout à l'heure. Vous êtes favorable à l'utilisation de la biométrie, c'est-à-dire en gros les empreintes digitales. Oui, bien sûr. Est-ce que techniquement, dans la praticité, est-ce que c'est réalisable en fait ? Oui, bien sûr.
sans aucun problème. En fait, Cour des comptes qui nous dit, en septembre 2020 de mémoire, voilà, 75 296 000 très exactement assurés sociaux pris en charge pour, à l'époque, 67 millions d'habitants. Bon, il faut savoir que l'IGF, l'Inspection générale des finances, en septembre 2013, donc là il y avait un surnombre de 8,2 millions pour la Cour des comptes en 2020, on était à un surnombre de 6,7 millions, rappelez-vous, donc en 2013. Donc la situation avait empiré. On s'était retrouvé avec un Cour des comptes qui nous dit, voilà, sur une période de 5 ans, 2014-2019 de mémoire, 500 ou 600 000 personnes, je crois, de plus au recensement et 6,7 millions de droits ouverts en plus, quand même, sur la même période, 11 fois plus d'ouverture de droits sociaux que d'augmentation de la population. Donc il y a des choses comme ça qui paraissaient un peu étonnantes. Et ça, c'est la réalité. Alors qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a constaté ça? Voilà, et puis les 2,5 millions de fraudeurs à la Puma détectés par la Cour des comptes, ils sont là-dedans. Ils sont dans ces 7 millions et quelques. C'est l'explication, elle est là. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut remettre à plat la base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas rester avec 7 millions ou 6 millions de personnes prises en charge en plus que de gens qui existent. C'est pas possible. Pour le faire, il n'y a pas 36 solutions. Là, on ne peut pas y aller en picorant. On est obligé de tout remettre à plat. Et donc, tout remettre à plat, ça veut dire quoi? Ça veut dire réenrôler la population avec une vérification biométrique de l'identité. Sachant qu'il y a déjà des cartes sans photo. Ouais, mais ça, c'est pas le problème. Ça veut dire, si vous avez une fausse identité, que votre identité n'a pas été vérifiée, vous aurez une vraie fausse carte derrière, enfin une vraie carte sur votre fausse identité. Donc il faut sécuriser l'identité. Alors il ne s'agit pas de faire une carte vitale biométrique, il n'y a pas besoin de faire la carte physique biométrique. Il s'agit on imagine mal, dans la pratique, à la pharmacie, devoir mettre ses... On pourrait l'imaginer éventuellement, mais c'est pas dans la culture française. En revanche, qu'au niveau centralisé, vous ayez au fichier, on appelle le répertoire national commun. À l'ouverture des droits, vous voulez dire. Au répertoire commun de la protection sociale, de dire, voilà, votre numéro de sécu, ce qu'on appelle votre NIR, il est validé sur votre identité, à Charles Prats, il y a son numéro de sécu, et à côté, on sait que c'est Charles Prats, parce qu'on a vérifié avec les empreintes digitales, la biométrie, que c'était bien Charles Prats. Il est revenu, soit il a présenté une pièce d'identité sécurisée, où il y a aussi ses empreintes émises par le ministère de l'Intérieur, etc. Et donc, on réenregistre ses empreintes et on valide son numéro de sécu. Et puis, derrière, on fait ça pour tout le monde. Sur la France, ça peut prendre 2-3 ans, 4 ans, sur une législature. Mais après, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez une base centralisée des empreintes digitales que vous faites tourner. Et donc, si Charles Prats décide de se créer 2, 3, 4, 5 fausses identités, il va devoir venir avec ses empreintes pour se réenregistrer. Et à la deuxième identité, ping, ça va matcher, rouge. Attention, monsieur Pierre Dupont, vous avez déjà enregistré comme étant Charles Prats. Ça va pas le faire. Et en plus, les fraudeurs vont pas venir, parce qu'ils vont savoir qu'ils vont se faire choper. Donc, c'est difficile. Ouais. Voilà, donc vous allez avoir d'un seul coup une baisse du nombre d'assurés sociaux, et vous allez tendre vers la réalité, c'est-à-dire le nombre de gens qui sont vraiment sur le territoire ou qui, parce qu'ils sont retraités à l'étranger, ont le droit d'avoir des prestations, etc. Et donc vous allez tendre vers le bon nombre. Et là, comme par hasard, vous verrez que si vous faites ça, vous allez avoir 4, 5 millions, 6 millions de personnes en moins prises en charge. Et ça va faire quelques milliards d'économies à la fin. Et c'est tout à fait techniquement réalisable, sans avoir à changer ni les pièces d'identité des gens, ni les cartes vitales. Vous êtes simplement sur l'ouverture des droits, donc sur la gestion centralisée des droits pour l'assurance maladie, pour la branche famille, pour les retraites, etc. Et donc ça devrait être géré au sein de ce qu'on appelle le RNCPS. Donc simplement une validation ou pas du NIR, donc une certification du NIR par la biométrie. Et si dans un délai de X années fixé par la loi, vous n'êtes pas allé vous faire bio-certifier, si vous me passez l'expression, terminé, plus droit à rien. On ferme le robinet. Et ça, vous dites qu'il faudra à peu près 3-4 ans pour le mettre en place? Ouais, je dirais 3 ans. Si on veut vraiment se donner les moyens de le faire, c'est un coût de 3 ans. Mais il faut être volontariste, et puis il faut l'imposer aux gens. Voilà, si vous voulez. Et c'est quelque chose qui, en plus, c'est que la carte d'identité, elle n'est pas obligatoire en France. Donc ça veut dire qu'on n'impose pas aux gens d'avoir une carte d'identité. On ne va pas imposer aux gens d'avoir une carte vitale. Ils peuvent aussi ne pas avoir de carte vitale, simplement faire des remboursements de soins, etc. En revanche, tout le monde a un numéro de sécurité sociale obligatoire pour l'ouverture des droits. Eh bien, vous certifiez le numéro de sécurité sociale. Ce qu'on appelle le NIR certifié, ça existe déjà, sauf qu'aujourd'hui, on le certifie soit parce que vous êtes né, donc c'est avec le registre des naissances, et puis c'est vous, quoi. Puis vous le certifiez, vous certifiez que c'est vous avec votre pièce d'identité, votre passeport, votre carte d'identité, le cas échéant. Soit si vous êtes né à l'étranger, vous envoyez votre extrait d'acte de naissance, pièce d'identité, etc. Donc il y a déjà un processus de certification qui existe de l'ensemble des numéros de sécurité sociale des gens en France. Et moi, ce que je dis simplement, c'est que cette certification, on l'a fait avec de la biométrie pour s'assurer
que sa bonne identité, et surtout pour éviter qu'il y ait des doublons. Et donc ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Ça ne porte pas atteinte aux droits des gens. On n'est pas dans le crédit social à la chinoise, comme je l'entends de temps en temps là-dessus. Bien sûr. Vous voyez, on n'est pas sur le traçage à la frontière ou que sais-je, etc. La fin des libertés. Voilà, on est juste sur le fait de dire que votre numéro 1, 82, 75, machin, etc., celui-là, il correspond bien à votre identité, et on vérifie que vous n'avez pas d'autre identité dans le système. Voilà. Et puis derrière, en plus, si vous faites ça, ça vous permet de revérifier quand la personne vient, qu'elle a, par exemple, si elle est étrangère, un droit au séjour, ou qu'elle vit bien en France, qu'elle n'est pas à l'étranger, donc elle a bien au moins un critère d'ouverture des droits, et puis derrière on travaille, quoi. Mais c'est plus simple, et ça permettrait de faire sortir du système tous ceux qui sont dans le système avec des faux documents, tous ceux qui sont dans le système avec de multiples identités, etc. C'est pas tout à fait anecdotique. C'est clair. On sait aussi que le ministère de l'Intérieur refuserait la fusion, cette fameuse fusion entre la carte vitale et la carte d'identité, mais on sait que certains pays européens comme la Suède, la Belgique ou encore le Portugal le font. Pourquoi pas nous ? On peut le faire, mais encore une fois, je vous dis, manifestement, vous avez tellement de blocages qui sont en train de se lever, vous voyez bien. Gabriel Attal nous fait un coup de bonneto, parce que c'est aussi ça, le danger de cette histoire-là, c'est du bonneto politique, il est là. En fait, avec cette histoire de proposer la fusion CNI, carte d'identité, carte vitale, Gabriel Attal, il propose pas la fusion. Il dit qu'il va lancer une mission de préfiguration et donc d'évaluation de la faisabilité de la chose. Oui. C'est pas tout à fait la même chose. Donc d'un côté, il dit on abandonne la biométrie pour lutter contre la fraude sociale, on jette la biométrie à la poubelle. Donc ce qui a été voté l'année dernière au Parlement, on met ça à la poubelle, on le fera pas, en échange de ah oui mais attention, on va faire fusion CNI et carte vitale. Oui non mais en fait on va réfléchir à voir si c'est possible. Et puis dans 6 mois, 1 an, on nous dira bah non c'est pas possible. En attendant, on aura jeté à la poubelle la biométrie. Donc en fait vous avez vous savez le bonneto là. On est en train de faire aux Français un coup de vis, si vous me permettez l'expression, où on perd la possibilité d'utiliser la biométrie pour lutter contre la fraude. Ça, on le met à la poubelle. On dit non on va pas le faire. Contre une chimère qui, si elle se faisait, serait à horizon de 15 ou 20 ans, d'ailleurs, le temps de changer toutes les cartes d'identité, etc. Vous voyez, on lâche la proie pour l'ombre, et puis on jette la biométrie à la poubelle. Et en fait, là, le gouvernement fait la même chose qu'en matière d'immigration. Parce qu'il faut savoir que utiliser la biométrie pour lutter contre la fraude aux prestations sociales, on a fait des sondages l'année dernière, 83% des Français sont favorables à l'utilisation de la biométrie. D'ailleurs, on l'avait publié dans Valeurs Actuelles, ce sondage. Vous pouvez le retrouver, je crois que c'était au mois de janvier 2022 de mémoire. D'accord. Donc pour les abonnés de Valeurs Actuelles, il faut reprendre vos archives, vous allez chercher, et donc j'expliquais d'ailleurs le sondage en question. 83% des Français favorables à la biométrie, le gouvernement prend la biométrie, la jette à la poubelle. C'est comme sur l'immigration. Les Français veulent un référendum sur l'immigration, etc. Non, poubelle. Voilà. Ça va pas bien se terminer. C'est-à-dire, à force de s'asseoir sur ce que pense la population, ça peut pas bien finir. Vous faites bien de parler de politique parce que vous êtes secrétaire national de l'UDI et vous étiez un proche soutien de François Fillon en 2017 puis de Valérie Pécresse en 2022. Il me semble que vous avez été candidat sur la 6e circonscription de la Haute-Savoie. Tout à fait, chez moi, oui. Vous n'êtes jamais loin de la sphère politique donc, et vous dites qu'en France, il y a du monde pour évaluer le problème, mais jamais pour le traiter. Et justement, les luttes contre la fraude sociale ou fiscale sont-elles politiquement résolubles ? Ou alors est-ce que l'inflation juridique et la tradition française de faire toujours des nouvelles lois qui chassent l'autre, sans qu'on ait le temps de s'habituer, c'est ce que vous expliquez, est-ce que cette tradition juridique rend obsolètes les luttes politiques ? C'est compliqué, vous savez. Alors, pour parler de la lutte contre la fraude, moi j'ai servi au plus proche. Quand j'étais à la DLNF, comme ministre du budget, j'ai eu Éric Woerth, j'ai eu François Baroin, j'ai eu Valérie Pécresse et j'ai eu très peu de temps Jérôme Cahuzac. Je suis parti très très vite. J'ai calté au bout de 2 mois. Quoi. Vous êtes parti en Suisse du coup ? Non, je suis reparti en juridiction à Paris, à la cour d'appel. Et je suis parti à ce moment-là à la cour d'appel et je suis reparti comme juge d'instruction à Créteil de mémoire, à l'époque vice-président d'instruction à Créteil. Et en fait, vous vous rendez compte que des ministres ils sont plutôt allants pour lutter contre la fraude.
Moi, j'ai des souvenirs d'Éric Woerth, très très volontaire pour lutter contre la fraude fiscale et sociale. J'ai des souvenirs de Valérie très très allante aussi là-dessus. Mais derrière, le problème, c'est que le ministre dit ah ouais, il faut faire ci, il faut faire ça. Et puis derrière, les administrations, elles font un calcul très simple. Elles sont là pour 10, 20, 30, 40 ans, les fonctionnaires de ces administrations. Le ministre, il est là pour 1 an, 2 ans, rarement 3. Donc c'est la stabilité politique qui nous tue et pas l'inflation juridique. Ce qui nous tue, c'est le conformisme de la haute administration parfois, et c'est cette mentalité de refuser tout ce qui ne vient pas de sa propre boutique. Ça veut dire que, par exemple, une idée qui ne vient pas de la Direction générale des finances publiques va être refusée par la Direction générale des finances publiques, qui va se battre en interdirectionnel et en interministériel contre, parce que ça ne vient pas de chez eux. Une idée qui ne vient pas du ministère de l'Intérieur va être combattue par le ministère de l'Intérieur parce que ça ne vient pas de chez eux. Mais des exemples comme ça, il y en a des tonnes. Là, par exemple... C'est la toute-puissance de la technocratie, alors ? Un peu. Là, vous voyez, Gabriel Attal, il va lui arriver quelques petits soucis dans ses projets fraude fiscale, fraude sociale. Notamment, vous voyez, sur le projet fraude fiscale, il prévoit de créer un office antifraude. Oui, avec sa fameuse agent secret du... Voilà, et tout fusionné dans un office antifraude à Bercy. Le nom est intéressant, office antifraude, et avec la capacité juridique de s'autosaisir en enquête préliminaire. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. D'abord, ce n'est pas un office, il est dirigé par un magistrat, vous savez, qui est à Bercy. Ce sont des agents de douane, des officiers de douane judiciaire ou des officiers fiscaux judiciaires. Ils n'ont pas la possibilité de s'autosaisir en enquête préliminaire comme les OPJ peuvent le faire. Ils doivent être saisis spécifiquement d'un dossier par le procureur de la République ou d'une commission obligatoire par un juge d'instruction. C'est très technique ce que je vous dis, mais vous allez comprendre. Et vous allez voir que ça va être le pataquès dans les mois à venir, entre la place Beauvau, le ministère de l'Intérieur et Bercy. Et jusqu'à présent, il n'y a jamais eu d'office central créé en dehors du ministère de l'Intérieur, et notamment de la DCPJ. Déjà, quand les gendarmes ont voulu avoir des offices, la direction centrale de la police judiciaire a fait des pieds et des mains, ça a été un pataquès pas possible, etc. Et quand la douane judiciaire a été créée, en plus avec un magistrat à la tête d'un service de PJ, donc je vous raconte même pas, Beauvau s'est opposé jusqu'à la dernière limite à ça, le ministère de l'Intérieur, parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait des OPJ à Bercy. C'est quand même passé, mais avec cette limitation de la saisine. Et donc, ils ne peuvent pas s'autosaisir. Et là, Gabriel Attal est en train de vouloir faire sauter ça et de créer ce qu'on appelle un office. Et en fait, pareil, déjà, il y a 3 semaines sur la présentation du plan fraude fiscale, le ministère de l'Intérieur n'était pas au courant. Quand il y a eu l'annonce de l'office, les gars, ils ont découvert ça au communiqué de presse. Comment c'est possible ? Donc, ils n'étaient pas contents. Mais non, parce que là, on essaie, dans la logique administrative, c'est ce qu'on appelle vous la faire à l'envers. Donc, ils n'ont pas passé ça en RIM, ce qu'on appelle réunion interministérielle à la validation bleu Matignon, ils l'ont fait passer par un autre sujet et tout. Bon, je vais pas dire, moi, des coupes en dab comme ça, j'en ai fait quand j'étais en administration centrale, à faire valider des trucs, à les faire bleuir à Matignon par une autre procédure, et puis hop, les autres départements ministériels, ils arrivent, mais on n'est pas d'accord, mais c'est pas grave, ça a été validé à Matignon, et ils n'ont pas vu venir le coup, quoi. Donc ça se passe. Mais derrière, ils sont pas contents, forcément. Et donc là, déjà, Beauvau était pas content il y a 3 semaines avec cette histoire de l'office. Et donc c'est pas dit d'ailleurs que Gabriel Attal puisse le créer, parce que là maintenant, les autres, ils ont vu venir le truc, donc ils vont s'y opposer très fortement, très très fortement. Tant les syndicats de police que l'institution ministère de l'Intérieur, à mon avis, va faire des pieds et des mains pour qu'il n'y ait jamais d'office créé à Bercy là-dessus, et surtout qu'il n'ait pas l'autosaisine, la possibilité de s'autosaisir comme des officiers de police judiciaire. Et vous avez la même chose sur la carte vitale fusionnée avec la CNI. Il semblerait que le ministère de l'Intérieur n'était pas au courant et qu'ils étaient mis devant le fait accompli, qu'ils aient découvert ça comme ça dans l'interview du ministre du Budget. Et d'ailleurs, immédiatement, ils ont fait fuiter, mais ça ne pourra pas se faire, on n'en veut pas, machin, etc. Ouais. Alors même si derrière, il y a eu un communiqué de presse commun, parce que je l'ai cru comprendre que l'Élysée n'était pas content du couac, et donc il a fallu que les 2 ministres se coordonnent en disant si, on va faire une mission conjointe d'inspection pour voir ce qu'il en est, machin, etc. Mais c'est pas gagné, toute cette histoire-là. Mais bon, là, pour le citoyen lambda, on rentre vraiment dans les arcanes des négociations interministérielles, du travail gouvernemental et des bastons de hauts fonctionnaires. Alors tout ça c'est très amusant, mais c'est vrai que le contribuable ou le citoyen, lui, s'il voyait comment ça se passe, il se dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. La zizanie. Non, c'est plutôt la maison qui en fout dans les 12 travaux d'Astérix. Ouais, je pensais à ça en fait, c'est pour ça que j'ai dit la zizanie, c'était ça, avec les fameuses circulaires qu'on va chercher à tous les étages.
On va ouvrir un peu sur vous. L'année dernière, vous avez fait l'objet d'une enquête administrative du ministère de la Justice, car vous auriez notamment enfreint votre devoir de réserve. En début d'année, vous avez même été sanctionné, ou en avril. Non, début d'année. En janvier, c'était en janvier 2023. Vous avez été sanctionné par le Conseil supérieur de la magistrature, puis muté au tribunal judiciaire d'Orléans. Vous étiez à Paris. Et je suis tenté de vous demander votre sentiment pas sur vous, mais sur la justice française en général. À l'heure où on condamne lourdement en appel des anciens présidents de la République, où on lynche des candidats à l'élection présidentielle en 2017 parce qu'ils avaient promis de se retirer en cas de mise en examen, et où notre propre ministre de la Justice est lui-même mis en examen. Écoutez, moi, c'est vrai que j'ai été sanctionné. L'enquête administrative contre moi, elle a été lancée quelques jours après ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, c'était la saisine du parquet contre le directeur de la Sécurité sociale et surtout le directeur de cabinet du Premier ministre à l'époque, par la commission d'enquête, parce qu'ils considéraient qu'on leur avait menti. Classement sans suite du parquet, 4-5 jours après, l'inspection de la justice me tombe sur le dos à la demande de Dupond-Moretti. Ils font leur procédure et Dupond-Moretti saisit le CSM contre moi le lendemain ou 2 jours après que Valérie Pécresse annonce que je suis son orateur national. Alors, c'est peut-être des hasards de calendrier, tout ça. Voilà, bon, il n'y a pas de hasard de calendrier. Et in fine, je me retrouve devant le CSM en janvier et je vais être condamné par le CSM pour 3 tweets. Les tweets sur les Khmer verts. Alors, d'ailleurs que l'inspection de la justice avait dit non, ça sert à rien, mais Dupont a repris le truc et le CSM m'a condamné pour avoir tweeté que le totalitarisme climatiste, pas climatique, nous poursuivrait jusque dans la mort, parce que je commentais un article du Monde où ils expliquaient qu'il fallait maintenant se faire incinérer se faire incinérer et pas se faire enterrer, quoi. Mon Dieu. Je persiste à dire que moi je suis dans une culture chrétienne, on se fait enterrer, on se fait pas incinérer, quoi. Bon, mais il paraît que ça émet du CO2, donc voilà. Et sinon aussi parce que j'avais osé tweeter sur les Black Blocs et les Antifa. Et on a fait croire que vous parliez des Gilets jaunes. Oui, et en plus on a fait croire que je parlais des Gilets jaunes. Je dis non, arrêtez de dire que c'est les Gilets jaunes, c'est pas les Gilets jaunes qui foutent le feu, c'est les Black Blocs, les Antifa, l'extrême gauche, et il faut les stopper policièrement et judiciairement. Alors pour la petite histoire, quand il y a eu la saisine du CSM, ils avaient enlevé policièrement et judiciairement, ils avaient tronqué les tweets pour la saisine du CSM, pour faire croire que je disais qu'il fallait les trucider, les couper en rondelles, etc. Mon Dieu, un vice-président d'un syndicat de magistrats, secrétaire national d'un parti politique, qui dit en période de campagne électorale, parce qu'on était en 2019, c'est les européennes, qu'il faut stopper policièrement et judiciairement des gars qui foutent le feu dans des immeubles et qui ont failli tuer des gens. Dur la violation du devoir de réserve. Alors ce qui m'a fait dire à moi et à mes avocats que quand vous êtes au syndicat de la magistrature, vous pouvez faire le mur des cons, il n'y a aucun problème. Eux, ils ne sont jamais passés au CSM, ils n'ont jamais été emmerdés. Par contre, quand vous êtes de droite, là, voilà. Donc, les bornes de la liberté d'expression des magistrats, notamment des syndicalistes magistrats, ont été fixées à gauche et à droite par le CSM, dont acte. Alors, j'aurais pu aller devant le Conseil d'État, mais j'avais autre chose à foutre. J'avais plus envie de perdre du temps. Je fais confiance à la justice de mon pays. Du moins, je connais la justice judiciaire et administrative de mon pays. Donc, j'ai estimé que j'avais pas de temps à perdre. Ils m'ont muté d'office. D'ailleurs, en interdisant à la chancellerie de me changer de fonction, c'était assez amusant. Le CSM m'a muté d'office. Donc on dit, ah non, il reste plus à Paris, mais vous avez interdiction de lui enlever ses fonctions. Donc c'est pour ça que je me suis retrouvé affecté vice-président chargé de la liberté de la détention à Orléans. Et comme je n'ai pas spécialement l'intention d'y aller, déjà depuis le mois de janvier, j'avais demandé ma mise en disponibilité. Donc vous voyez, aujourd'hui, là, je suis en vacances. C'est mon dernier jour dans la magistrature. Demain, je suis en disponibilité. Donc ce soir à minuit, je ne suis plus magistrat en fonction. D'accord. Merci de nous le dire. Et je deviens directeur général d'un groupe de sociétés spécialisé dans la lutte contre la fraude documentaire notamment, et dans le milieu financier et au-delà. Donc voilà, je commence mes fonctions début juin de directeur général d'un groupe de sociétés. Mais je vais quand même continuer à lutter contre la fraude, sauf que maintenant c'est plus l'armée du salut. Avant je le faisais en tant que magistrat ou fonctionnaire, maintenant je le ferai en tant que boîte privée, et quelques petites possibilités d'action. Je sais où aller chercher la fraude fiscale et sociale, sauf que maintenant pour l'État, ce sera plus gratuit. S'ils veulent en tout cas avoir accès à un certain nombre de choses et de capacités d'accompagnement sur la détection de la fraude fiscale et sociale, sera en capacité de le faire, mais maintenant ce sera en tant que prestataire de service. Vous serez moins cher que McKinsey quand même, j'espère. Ah oui.
Mais moi, en plus, vous savez, je suis très success fee comme garçon. C'est-à-dire qu'il y a un petit fixe et puis il y a un intéressement. Donc l'idée, c'est de dire, bah voilà, moi, si je vous trouve 1 ou 2 milliards d'euros de fraude, ce sera un pourcentage. Quoi. Waouh. Ok, j'avais prévu une autre question on verra s'ils acceptent. Hein. Je ne sais pas s'ils vont accepter, mais bon, il peut y avoir des organismes publics qui sont très intéressés. Vous savez, je pense les collectivités territoriales, le RSA, on parlait du RSA, il y a quand même quelques milliards qui sont dépensés chaque année. Hein. Je crois que les évaluations de la fraude au RSA, on doit être à 1,5 milliard. C'est la région ou le département? C'est le département. 1,5 milliard de fraude au RSA, donc il y a un certain nombre de choses à faire là-dessus pour aider les départements à lutter contre cette fraude qui leur coûte beaucoup d'argent. Sur la fraude fiscale, sur les sociétés éphémères, etc., il y a pas mal de choses à proposer, même au ministre. Hein. Bon, voilà, on a le contact avec Gabriel Attal. S'il veut que je vienne lui expliquer comment on pourrait faire du ciblage opérationnel, ce qui manque beaucoup à son plan, notamment sur les sociétés éphémères, dès lundi, moi je suis à sa disposition. Eh ben, j'espère qu'il vous entendra. J'avais prévu une autre question pour terminer, mais j'ai envie de vous demander pourquoi est-ce qu'on arrive à cet état-là. Quand on parle des magistrats, souvent on a l'impression qu'il y a une espèce d'idéologie générale. Je me trompe sans doute, moi je me suis arrêté en licence de droit, mais justement, ce problème de maladie de la justice, j'espère qu'on n'est pas encore à l'heure de l'autopsie d'ailleurs, mais est-ce que ça viendrait pas de l'ENM ou de la formation initiale? Non, vous avez... c'est pas la formation initiale. Le problème... À quel moment ça dérive? Je pense que le vrai problème de la justice, mais alors j'ai un avis très minoritaire dans le corps, mais le vrai problème, c'est que vous recrutez des gens qui sortent de la fac, ou d'école, de Sciences Po, etc. Donc de l'UNEF. Donc de l'UNEF. Beaucoup qui viennent de l'UNEF. Ah oui. Mais vous recrutez des jeunes qui n'ont aucune expérience de la vie, qui souvent sont des jeunes issus de milieu bourgeois, faut pas se leurrer, et vous leur donnez beaucoup de pouvoir sur leurs compatriotes, sur les concitoyens. Beaucoup de pouvoir, c'est beaucoup de pouvoir. Et vous savez, je me rappelle de cette phrase d'Éric de Montgolfier, et qui citait, quand il était jeune magistrat, je crois son procureur, etc., et qui lui avait dit, monsieur de Montgolfier, ne devenez pas un parvenu du pouvoir. Et donc ça avait beaucoup marqué, il avait toujours gardé ça en tête, et bon, il la transmettait, cette espèce de maxime. Et il ne faut pas, quand vous êtes un magistrat, il ne faut pas devenir un parvenu du pouvoir. Voilà. Parce qu'on vous donne énormément de pouvoir, de vrai pouvoir. Hein. C'est-à-dire que là, vous statuez sur le quotidien des gens. Hein. Vous le mettez en prison ou pas, vous tranchez des familles ou pas, vous octroyez la garde des enfants ou pas, en contentieux administratif ou en fiscal, vous donnez raison ou pas. Enfin, derrière, c'est très fort émotionnellement et a un vrai impact sur la vie des gens. Beaucoup plus qu'un gars qui est haut fonctionnaire à Paris, ou même qu'un député ou qu'un sénateur, etc. Là, vous avez un vrai impact au quotidien sur la vie des gens, donc vous avez le vrai pouvoir, vous l'exercez. Il ne faut pas devenir un parvenu du pouvoir, et ça veut dire aussi être capable de s'extraire de ses propres idéologies. Vous savez, voilà, bon, vous me parliez tout à l'heure, on parlait des antifas, etc. Moi, il se trouve que j'ai eu à statuer sur Antonin Bernanos, leader des antifas. Je l'ai mis en prison, oui. Mais c'est moi qui l'ai sorti aussi de prison, oui. Donc, évidemment, je ne vais pas vous dire que j'adore ce qu'il fait. Mais voilà, idéologiquement, bon, voilà, il y a son positionnement, mais qui n'est pas rentré en ligne de compte sur l'appréciation des critères pour à la fois le placer en détention ou pour le sortir de détention, le moment venu, vous voyez. Je croyais que vous n'étiez pas impartial. Ouais, il paraît, ouais. Mais je suis tellement pas impartial que je peux vous dire que... Mais ça, c'est les avocats qui ont jamais plaidé devant moi qui disaient ça. Parce que de ce que j'ai cru comprendre, les avocats sont très très malheureux que je ne sois plus JLD à Paris. Voilà. Bon, après, il faut poser la question au barreau. Moi, ce que je vois, c'est que devant le CSM, qui est venu me défendre, le vice-bâtonnier Escalité, donc le barreau de Paris était là, les secrétaires de la conférence du barreau de Paris étaient là, les avocats étaient là, donc l'ordre des avocats, l'institution était là pour me défendre. Je crois qu'ils ne sont jamais venus défendre aucun magistrat devant le CSM. Je pense être le seul que l'ordre, en tant qu'institution, est venu défendre à la barre du CSM. CSM, on n'a pas eu grand-chose à faire, mais bon, c'est pas grave. Vous savez, moi, je suis vivant, je suis là. J'ai fait des tas de choses dans la vie, je sais faire des tas de choses. Donc rebondir dans tous les sens. Je suis un aviateur, donc je m'adapte. Merci beaucoup, Charles Prats, et on vous souhaite bonne aventure pour la suite.
Merci, et puis à très vite, à très bientôt, parce que je pense qu'on se reverra pour discuter de toutes ces histoires de fraude fiscale et de fraude sociale, car je compte bien faire un petit peu l'actualité dans mes nouvelles fonctions, avec des propositions un peu décoiffantes en la matière. Et ben n'oubliez pas d'acheter la bouteille de Ruinart pour Gabriel Attal, et si jamais vous ne lui donnez pas, on viendra la boire ici. Ça marche. D'habitude, il y a de la Suze au-dessus, mais là, je vois qu'il n'y a plus la Suze. Elle a disparu. Ouais. Eh ben voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie.